Trois enfants sauvages, un parrain de la mafia impitoyablement épuisé et un compte en banque affichant moins 4 $. C'était l'équation qui a ruiné la vie de Cassidy Hart ou qui l'a sauvé. On disait que Larkin Morris était un monstre, un homme qui dirigeait la pègre de la ville d'une main de fer, mais qui ne pouvait pas gérer son propre salon. Aucune nounou ne tenait plus de 48 heures. La dernière était partie en ambulance. Mais Cassidy n'était pas juste une nounou. C'était une mère qui n'avait plus rien à perdre, une poêle à la main. Quand l'homme le plus redouté de New York est sorti son arme sur elle dans sa propre cuisine, elle n'a pas crié. Elle lui a juste demandé comment il aimait ses œufs. Voici l'histoire de comment une serveuse fauchée a dompté la bête. Pas avec la séduction, mais avec un petit déjeuner. La pluie s'abattait contre la vitre fissurée du Jerry's Diner sur la 4e rue. Un battement de tambour incessant qui correspondait au mal de tête lancinant derrière les yeux de Cassidy Hart. Il était 23h45 un mardi. Le restaurant sentait la graisse rance, le produit à polir au citron et la laine humide de la clientèle de fin de soirée. Cassidy essuyait la table 6 pour la 3e fois. Son poignet lui faisait mal. Elle avait 26 ans, mais dans le reflet du distributeur de serviettes, elle en paraissait 40. Des cernes sombres maquèrent la peau sous ses yeux. Sa queue de cheval blonde s'effilochait sur les bords, un peu comme sa santé mentale. « Hé, ma belle, mon café est froid », grogna l'homme de la table 4. C'était un habitué, un homme nommé Frank, qui laissait des pourboires en pièces de 500 et reluquait les serveuses. « Je vous apporte une nouvelle cafetière, Frank », dit Cassidy, la voix tendue. Elle retourna à son poste, ses chaussures orthopédiques couinant sur le linoléum. Elle a vérifié son téléphone discrètement. Une nouvelle notification de la First National Bank. Solde du compte, moins 412 $. Des frais de découvert venaient de tomber. Son estomac se noua si fort qu'elle en eut le souffle coupé. Le loyer de son studio dans le Queens était dû dans 3 jours. Son fils Toby avait besoin de nouveaux inhalateurs. La marque générique ne fonctionnait pas. Le sifflement provenant de sa poitrine la nuit dernière l'avait tenu éveillé jusqu'à l'aube. « Cassidy, une commande! » Le cuisinier, un homme en sueur nommé Dave, claqua une assiette de pain de viande sur le passe-plat. Elle attrapa l'assiette, son esprit dérivant vers l'avis d'expulsion posé sur son comptoir de cuisine. Elle se retourna trop vite. Tout s'est passé au ralenti. Sa hanche heurta le coin du comptoir. L'assiette de pain de viande, nappée d'une épaisse sauce brune, s'envola de sa main. Elle n'a pas touché le sol. Elle a atterri sur le costume de l'homme qui venait d'entrer. Le silence qui s'abattit sur le Jerry's Diner fut absolu. L'homme était grand, facilement 1,90 m, portant un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que le restaurant lui-même. La sauce glissa le long du revers de sa veste, dégoulinant sur des chaussures en cuir italien impeccables. Cassidy se figea. Sa main vola à sa bouche. « Oh mon Dieu, monsieur! Oh, je suis tellement désolée! » Elle attrapa un chiffon sale et taché de graisse, et se précipita pour l'essuyer. « Ne me touchez pas, » dit l'homme. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait le poids d'une maximum. Il la regarda de haut. Ses yeux avaient la couleur de l'eau glaciale de l'Atlantique. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air mortel. Derrière lui, 2 autres hommes en costume s'avancèrent, leurs mains se crispant vers l'intérieur de leur veste. Le propriétaire du restaurant, Jerry, sortit en courant de l'arrière-cuisine, le visage pâle. Jerry savait qui venait d'entrer dans son restaurant. Tout le monde dans le quartier le savait. « Monsieur Morris », balbutia Jerry, transpirant abondamment. « Je suis tellement désolé. Elle est nouvelle. C'est une idiote. Je paierai pour le costume. »« S'il vous plaît, Morris. » Le sang quitta le visage de Cassidy. Larkin Morris, le chef de la famille du crime Morris, ou l'homme que les journaux appelaient le parrain Téflon, parce que rien ne lui collait à la peau. Larkin retira la tranche de pain de viande de sa poitrine et la laissa tomber par terre. Il regarda Cassidy. Il la regarda vraiment. Un bref instant, il ne voyait pas une personne. Il voyait un inconvénient. « Fais-la sortir d'ici, Jerry, » dit Larkin calmement, avant que je perde l'appétit. « Tu es viré !» lui hurla Jerry, devenant toute rouge. « Allez, prends tes affaires et sors ici. »« Maintenant. »« Jerry, s'il vous plaît, » supplia Cassidy, les larmes lui montant aux yeux. « J'ai besoin de ce service, les médicaments de Toby. » Cassidy regarda Larkin. Il ne regardait même pas. Il se dirigeait déjà vers une banquette, déboutonnant sa veste ruinée, comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard,
Cassidy se tenait dans la ruelle derrière le restaurant, la lourde porte métallique claquant derrière elle. La pluie trempa instantanément son mince uniforme. Elle tenait une boîte avec son tablier et un sac de chips à moitié mangé. Elle était virée, elle était fauchée, et elle venait d'agresser un chef de la mafia avec du pain de viande. Elle marcha les 6 pâtés de maison jusqu'au métro, son téléphone vibrant. C'était sa voisine, Madame Higgins, qui gardait Toby. « Cassie, tu dois rentrer. La fièvre de Toby est montée et le propriétaire est encore passé. Il dit que s'il n'a pas l'argent d'ici vendredi, il change les serrures. » Cassidy s'appuya contre le mur couvert de graffiti de la station de métro et glissa jusqu'à ce qu'elle touche le béton. Elle mit sa tête dans ses mains. Elle ne pleura pas. Elle était trop fatiguée pour pleurer. Elle avait besoin d'un miracle, ou au moins d'un travail payé en espèces immédiatement. Elle sortit son téléphone et ouvrit l'application de petites annonces locales, faisant défiler les arnaques et les sollicitations. Sa vue se brouilla jusqu'à ce qu'un titre en gras attire son attention. Il avait été posté il y a 12 minutes. Urgent, nounou à domicile recherché immédiatement. Salaire élevé en espèces chaque semaine. Accord de non-divulgation requis. Doit gérer des enfants difficiles. Postuler en personne. 428 Blackwood Lane, Staten Island. Ce soir. Il était 1 heure du matin. Qui faisait passer des entretiens pour des nounous à 1 heure du matin? Enfants difficiles. Oui, murmura-t-elle pour elle-même. Elle pensa à Toby, qui était un ange, mais elle avait grandi avec 3 frères dans un parc de mobile home. Elle savait ce que signifiait difficile. Elle regarda l'adresse. Staten Island, le côté riche. Il lui restait 1,50 $ sur sa carte de métro, juste assez pour y arriver. Elle se leva, essuya la pluie de son visage et resserra sa queue de cheval. Elle ne le savait pas encore, mais elle retournait tout droit dans la fosse aux lions. Le portail du 428 Blackwood Lane n'était pas un portail. C'était une entrée de forteresse. Des barreaux de fer s'élevaient à 20 pieds dans des airs, surmontés de pointes qui semblaient assez acérées pour percer le ciel. Une caméra bourdonna à l'approche de Cassidy. Elle appuya sur le bouton de l'interphone, ses baskets bon marché faisant un bruit de succion dans la boue. « Indiquez la raison de votre visite », crépita une voix. Profonde, rauque. « Je suis ici pour l'annonce de la nounou », cria Cassidy par-dessus le vent. « Celle postée en ligne. » Il y eut une longue pause, puis un buzzer retentit et les lourds portails s'ouvrirent en grinçant. L'allée était un demi-mile sinueux d'asphalte bordé de haies taillées qui ressemblaient à de sombres soldats sous la pluie. Au bout se dressait un manoir qui ressemblait moins à une maison qu'à un mausolée. Des piliers de calcaire, des fenêtres sombres. Cassidy monta les marches. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme dans la cinquantaine sortit en courant. Elle portait un cardigan sage et serrait un chapelet. Ses cheveux étaient en désordre, et elle avait ce qui ressemblait à de la bave verte dans les cheveux. « Non, plus jamais !» hurla la femme en bousculant Cassidy. « Ce sont des démons, de vrais démons. Gardez l'argent. » La femme dévala l'allée en sprintant, disparaissant dans l'obscurité. Cassidy resta sur le paillasson, clignant des yeux. « Suivante !» rugit une voix de l'intérieur. Cassidy prit une profonde inspiration. Elle pensa au sifflement de Toby. Elle entra. Le hall d'entrée était magnifique. Des sols en marbre, un lustre de la taille d'une bouèque et des œuvres d'art dignes du Met. Mais le chaos détruisait l'élégance. Un vase était brisé près des escaliers. Une traînée de papier toilette était drapée sur un buste de Jules César. Au centre du hall se tenait un homme. Il lui tournait le dos et, versant un liquide ambré dans un verre en cristal, il portait un T-shirt noir qui tendait ses larges épaules et un pantalon de survêtement gris. Il avait l'air épuisé. Il se retourna. Le cœur de Cassidy s'arrêta. C'était lui, le type au pain de viande. Larkin Morris. Ses yeux se plissèrent en la reconnaissant. Le verre s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Vous vous moquez de moi. » La serveuse. « Cassidy, » le corrigea-t-elle, sa voix ne tremblant que légèrement. « Je m'appelle Cassidy. »« Vous avez ruiné un costume à 6 000 $ il y a 3 heures, » dit Larkin en buvant une gorgée. Il ne lui en offrit pas. « Et maintenant, vous êtes ici pour ruiner mes enfants. Je suis ici pour le travail. » L'annonce disait urgent. L'annonce était pour une nounou, pas pour une catastrophe ambulante. Il fit un geste de la main pour la congédier. « Dehors! Je paierai votre taxi pour rentrer. Laissez-moi juste tranquille. »
Crash. Ni un bruit sourd et lourd vint du haut du grand escalier. Cassidy leva les yeux. 3 garçons se tenaient sur le palier. C'étaient des triplés, identiques dans leur beauté menaçante. Cheveux sombres, yeux sombres et des visages qui ressemblaient à des anges déchus. Ils ne pouvaient pas avoir plus de 6 ans. L'un d'eux tenait un extincteur. Un autre tenait une batte de cricket. Le troisième tenait un seau de ce qui semblait être de la peinture rouge. « Qui est-ce » demanda celui avec la batte. « Une autre victime » Celui avec la peinture eut un sourire narquois. « Les garçons, avertit Larkin, sa voix baissant d'une octave. Allez au lit, maintenant, Manin. Fais-nous y aller. Le défia celui avec l'extincteur. Il retira la goupille. Larkin tressaillit. Il ressemblait à un homme qui commandait des armées de tueurs, mais qui était terrifié par 3 élèves de primaire. Dante remet la goupille. Non. Dante pressa la poignée. Un nuage de poussière chimique blanche explosa sur le balcon, pleuvant sur le hall en marbre. Larkin jura, protégeant son verre. Cassidy ne broncha pas. Elle ne s'enfuit pas comme la femme au chapelet. Elle siffla. C'était un son aigu et perçant, le genre qu'elle utilisait pour séparer les bagarres de bar au restaurant à 3 heures du matin. Il coupa le sifflement de l'extincteur. Les triplés se figèrent. Larkin la regarda, surpris. Cassidy marcha jusqu'au bas des escaliers. Waterley mit une main sur sa hanche et pointa un doigt vers Dante. « C'est un extincteur à poudre chimique, dit-elle, sa voix se projetant clairement. Il contient du phosphate de monoammonium. Si vous en respirez trop, vos poumons brûleront, votre gorge gonflera et se fermera, et vous passerez la nuit aux urgences à vous faire enfoncer un tube dans la trachée. C'est ce que vous voulez? » Dante cligna des yeux. La menace vacilla. « Non. Alors, lâche-le, » ordonna-t-elle. « Maintenant. » Dante regarda ses frères. Ils avaient l'air confus. Personne ne leur avait jamais parlé comme ça. Les gens suppliaient ou criaient habituellement. Dante laissa tomber l'extincteur. Il tomba bruyamment. « Et toi? » Elle pointa celui avec la peinture. « Si cette peinture touche ce sol, tu la nettoieras avec une brosse à dents jusqu'à tes 30 ans. Tu me comprends? » Le garçon baissa le seau. « Allez dans vos chambres, » dit Cassidy. « J'arrive dans 5 minutes. Si vous n'êtes pas au lit, je jette toutes les consoles de jeux vidéo que je trouve. Essayez-moi. » Elle soutint leur regard. C'était une confrontation. La serveuse contre les héritiers Morris. Les garçons se tournèrent et coururent, post-marchèrent, coururent vers leur chambre. Le silence revint dans le hall, à l'exception de la poussière blanche qui retombait. Cassidy se retourna vers Larkin. Il la fixait, la bouche légèrement ouverte. Le regard d'agacement avait disparu, remplacé par une curiosité calculatrice. « Vous savez ce qu'est le phosphate de monoammonium » demanda-t-il. « Je lis beaucoup, mentit-elle. Elle le savait parce que son frère avait un jour mis le feu à un garage. Et j'ai un enfant de 5 ans. Je sais quand un gamin bluffe. » Larkin fit tourner son verre. Il marcha vers elle, le crissement de la poussière chimique sous ses pieds nus faisant écho. Il s'arrêta à un pied d'elle. Elle pouvait sentir le whisky cher et la faible odeur de poudre à canon et de bois de santal. Il était d'une taille intimidante, dégageant une chaleur et une puissance qui lui firent dresser les poils sur les bras. « Elles ont fait fuir les 4 dernières de nous en 2 jours, dit-il. L'une d'elles était une ancienne gardienne de prison. « Les enfants sentent la peur, dit Cassidy. Je n'ai pas le luxe d'avoir peur en ce moment, Monsieur Morris. » Larkin, la corrigea-t-il. Il étudia son visage, cherchant les failles. « Pourquoi êtes-vous ici? Vous savez qui je suis. Vous savez ce que je fais. Je sais que vous êtes un homme qui a besoin d'une nounou, dit-elle en soutenant son regard. Et je suis une femme qui a besoin d'argent. Vos affaires ne m'intéressent pas. C'est le salaire qui m'intéresse. C'est dangereux ici. Je vis dans un appartement sans ascenseur dans le Queens avec une serrure cassée sur la porte d'entrée. Le danger est relatif. » Larkin laissa échapper un rire court et sec. Il finit son verre d'une seule traite. « Très bien, oui, dit-il. Le salaire est de 3 000 par semaine, en espèces. Vous vivez ici. Vous vous occupez d'eux. Vous ne posez pas de questions sur mes visiteurs. Vous n'entrez pas dans mon bureau et vous n'allez jamais, jamais au sous-sol. 3 000 par semaine, c'était un changement de vie. C'étaient les frais de scolarité de Toby. C'était un avenir. Marché conclu, dit-elle.
Ne vous installez pas trop confortablement, avertit Larkin en se tournant pour partir. La dernière pensait aussi pouvoir les gérer. Ils ont mis une tarentule dans son lit. Il s'arrêta à la porte de son bureau. Vous avez 48 heures, Cassidy. Si la maison est toujours debout et que mes fils sont toujours en vie, vous avez le poste de façon permanente. Sinon, eh bien, vous connaissez la sortie. Il claqua la porte. Cassidy resta seule dans le hall poussiéreux. Elle laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis 10 minutes. Ses mains tremblaient. Elle monta les escaliers, passant devant l'extincteur abandonné. Elle trouva la chambre dans laquelle les garçons s'étaient enfuis. C'était calme. Trop calme. Elle poussa la porte. Un seau d'eau en équilibre sur le haut du cadre de la porte bascula. Cassidy l'attrapa. Elle ne l'attrapa pas avec grâce, mais ses réflexes étaient aiguisés par des années à esquiver les mêmes baladeuses au restaurant. Elle attrapa le bord du seau juste avant qu'il ne se renverse sur sa tête. L'eau éclaboussa son épaule, mais elle resta principalement sèche. 3 paires d'yeux la fixaient depuis 3 lits en forme de voiture de course. Ils avaient l'air déçus. Cassidy posa le seau par terre. Elle ne sourit pas. « Bien essayé, dit-elle. Demain, petit déjeuner à 7 heures du matin. Si vous êtes en retard, vous mangerez des flocons d'avoine crus. Bonne nuit. » Elle ferma la porte. Elle s'appuya contre le mur du couloir et glissa, serrant sa poitrine. « Qu'est-ce que j'ai fait? » La cuisine du domaine Morris était conçue pour un chef étoilé au Michelin, mais elle semblait n'avoir pas vu un légume frais depuis l'administration Bush. Les appareils en acier inoxydable étaient froids et sans trace de doigts. Le garde-manger n'était rempli que de poudre de protéines, de whisky haut de gamme et, inexplicablement, de 300 boîtes de céréales sucrées. Cassidy se tenait au centre de la pièce à 6h30 du matin. Elle avait dormi 4 heures dans sa chambre d'amis, barricadant la porte avec un lourd fauteuil, juste au cas où. Elle portait son uniforme du restaurant, lavé dans l'évier et séché avec un sèche-cheveux, car ses propres vêtements étaient encore dans un sac de sport près de la porte. Elle attacha ses cheveux, se lava les mains et ouvrit le réfrigérateur. C'était lamentable. Un bocal d'olive, une brique de lait périmée depuis 2 jours et un pack de 6 bières. « Riche », marmonna-t-elle en secouant la tête. « De l'argent pour des Ferrari, mais pas pour des œufs. » Elle trouva un deuxième réfrigérateur dans l'office. Celui-ci était mieux. Du bacon, une caisse d'œufs, de la crème épaisse et du fromage cheddar. Cassidy se mit au travail. La cuisine était la seule chose qui avait un sens dans sa vie. Quand le monde s'écroulait, les oignons sautaient toujours de la même manière. Le bacon grissaillait toujours à la même température. C'était une chimie qu'elle pouvait contrôler. Elle trouva une poêle en fonte qui semblait neuve et la posa sur le feu. L'odeur de bacon frit commença bientôt à se répandre dans la maison stérile, une vrille chaude et fumée de vie dans le mausolée. Elle retournait la 3e crêpe quand elle entendit le plancher grincer derrière elle. Ce n'était pas le pas maladroit d'un enfant. C'était le mouvement silencieux et prédateur d'un grand animal. Cassidy se retourna, spatule à la main. Cashel se retrouva face au canon d'un Sig Sauer P220C. Larkin Morris se tenait dans l'embrasure de la porte, ne portant qu'un pantalon de pyjama taille basse. Sa poitrine était nue, révélant une tapisserie de tatouages, une encre qui racontait des histoires de violence et de loyauté. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux sauvages et privés de sommeil. Il tenait l'arme d'une prise ferme et exercée, pointée directement sur sa poitrine. Cassidy ne laissa pas tomber la spatule. Dowell ne cria pas. Elle regarda l'arme, puis ses yeux. « Les œufs vont brûler, dit-elle. » Larkin cligna des yeux. Le brouillard du sommeil et de l'adrénaline se dissipa. Il abaissa lentement l'arme, enclenchant la sécurité avec un clic qui résonna dans la cuisine silencieuse. « Je pensais que vous étiez un intrus, dit-il d'une voix rauque, épaisse de la voix du matin. J'ai senti de la nourriture. Personne ne cuisine ici. Je vous ai dit, petit déjeuner à 7 heures. Ouais, Cassidy se retourna vers la cuisinière et retourna une crêpe. Elle atterrit parfaitement. Voulez-vous du café? J'ai trouvé un sac de grains qui coûte plus cher que ma première voiture, mais je crois que le moulin est coincé. Larkin se dirigea vers l'îlot, rangeant l'arme dans le bas de son dos, aussi nonchalamment que s'il s'agissait d'un téléphone portable. Il passa une main sur son visage. Il avait l'air épuisé, de cette fatigue profonde que l'argent ne pouvait pas réparer. « Vous le faites vraiment, dit-il, l'air perplexe. Vous préparez vraiment le petit déjeuner.
J'ai besoin d'argent, Monsieur Morris, et les enfants ont besoin de manger. Ils ne le mangeront pas, dit-il sèchement. Ils ne mangent que des céréales bombes de sucre. Si vous essayez de leur donner quelque chose de vert ou de fait maison, ils le jettent. On verra bien. Juste à ce moment, le martèlement de pieds annonça l'arrivée de l'ouragan. Dante entra le premier, suivi de ses deux frères identiques. Cassidy avait appris leur nom sur le dossier que Larkin avait laissé sur le comptoir, Rocco et Enzo. Ils s'arrêtèrent net dans l'embrasure de la porte. Ils portaient des pyjamas en soie assortis. Ils ressemblaient à de minuscules cadres d'entreprise en colère. « C'est quoi cette odeur? » demanda Rocco en plissant le nez. « Ça sent la nourriture de paysans, » ricana Enzo. Dante s'avança jusqu'à l'îlot. « Nous voulons des bombes de sucre dans les bols rouges avec du lait au chocolat. » Larkin s'appuya contre le comptoir, croisant les bras. Il observait Cassidy, attendant qu'elle craque. C'était généralement le moment où les nounous commençaient à supplier ou à pleurer. Cassidy dressa une pile de crêpes dorées et moelleuses. Elle ajouta 2 tranches de bacon croustillant et un œuf au plat parfait sur le côté. Elle arrosa les crêpes de sirop d'érable chaud, du vrai sirop. Oh, pas cette cochonnerie de sirop de maïs. Elle plaça 3 assiettes sur la table. « Asseyez-vous, dit-elle. « Non, dit Dante. Il tendit la main vers une boîte de céréales sur le comptoir. Cassidy fut plus rapide que lui. Elle attrapa la boîte de bombes de sucre. « Hé, cria Dante, rende-la. Mon père dit qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. »« Votre père m'a engagé pour vous garder en vie, dit Cassidy calmement. Le sucre, c'est pour les week-ends. Les protéines, aussi c'est pour les morts d'école. Asseyez-vous et mangez, ou vous irez à l'école le ventre vide. Ça m'est égal. » Dante regarda Larkin. « Papa, vire-la, elle a volé mes céréales. » Larkin ne bougea pas. Il regardait la vapeur s'élever des crêpes. Son estomac émit un grognement traître. « Papa !» cria Dante. « Goûte le bacon, Dante, » dit Larkin doucement. Les garçons se sentirent trahis. Le front uni s'effritait. Rocco était le maillon faible. Il renifla l'air. Il regarda le bacon. Il était parfaitement cuit. Le gras était juste comme il fallait. Il grimpa sur un tabouret de bar. « Traître !» siffla Dante. Rocco prit une bouchée de bacon. Ses yeux s'écarquillèrent. Il prit une bouchée de la crêpe. Il ne parla pas. Il enfourna juste une autre bouchée. Enzo suivit son exemple. Dante resta seul, un minuscule dictateur perdant son armée. Il regarda Cassidy avec une haine pure. Puis il regarda ses frères, savourant la nourriture. Sa résolution se brisa. Il s'assit et piqua agressivement une crêpe avec sa fourchette. Le silence s'installa dans la cuisine, rompu seulement par le grattement des fourchettes et la mastication de 3 garçons affamés. Cassidy versa une tasse de café noir et la fit glisser sur l'îlot vers Larkin. « Noir, 2 sucres, comme vous l'avez pris au restaurant, » dit-elle. Larkin fixa la tasse. Il ne lui avait pas dit comment il prenait son café. Elle s'en était souvenue de la commande qu'elle avait ratée. Il prit une gorgée. C'était parfait. « Qui êtes-vous » demanda-t-il doucement pour que les garçons n'entendent pas. « Vous gérez une alerte à l'arme chimique, vous affrontez une arme à feu, et vous faites manger des œufs à ces 3 démons. Vous n'êtes pas juste une serveuse, Cassidy. »« Je suis une mère, dit-elle en commençant à frotter les poils. Nous sommes habitués aux terroristes. On les appelle juste des tout-petits. » Larkin observait ses mouvements. Elle était efficace. One gracieuse et absolument pas intimidée par sa richesse ou sa violence. Pour la première fois en 3 ans, depuis la mort de sa femme, le nœud d'anxiété dans sa poitrine se desserra juste un peu. Mais la paix ne pouvait pas durer. Et elle ne durait jamais dans la maison Morris. Le téléphone de la cuisine sonna. Une sonnerie de ligne fixe dure et démodée. Le visage de Larkin se durcit instantanément. Le père disparut. Le parrain revint. Il arracha le combiné du mur. « Ouais, répondit-il. » Il écouta pendant 3 secondes. Ses jointures blanchirent alors qu'il serrait le téléphone. « Quand? » Une autre pause. « Gardez-les là. J'arrive. » Il raccrocha le téléphone sur le récepteur si fort que le plastique se fissura. « Les garçons, » aboya Larkin. « En haut. Habillez-vous. Le chauffeur vous emmène à l'école en avance. »« Mais je n'ai pas fini mes œufs, » protesta Enzo. « Maintenant, » rugit Larkin. Les garçons descendirent précipitamment des tabourets et coururent. Oh, ils connaissaient ce ton. C'était le ton des affaires. Larkin se tourna vers Cassidy. Les yeux bleus étaient maintenant glaciaux. « Restez dans la maison, » ordonna-t-il. « N'ouvrez la porte à personne, ni au facteur, ni au jardinier, ni au pape. Vous comprenez? »
Que se passe-t-il? Demanda Cassidy en s'essuyant les mains sur une serviette. Des ennuis, dit-il. Il se dirigea vers la porte, attrapant sa veste. Il s'arrêta et se retourna vers elle. Il y a une pièce de panique derrière le garde-manger. Le code est 9911. Si vous entendez du verre se briser, vous entrez. Monsieur Morris, Larkin, dit-il en la coupant, et Cassidy, bon petit déjeuner. Puis il disparut, la laissant seule dans la cuisine silencieuse avec 3 assiettes vides et un sentiment persistant d'effroi. La maison était une cage, une belle cage dorée, mais une cage quand même. À midi, Cassidy avait exploré les zones autorisées. La bibliothèque était remplie de premières éditions qui n'avaient jamais été ouvertes. Le salon avait une vue sur le détroit de Staten Island, gris et agité sous le ciel couvert. Chaque fenêtre était renforcée avec ce qui ressemblait à du polycarbonate par balle. Elle essaya de s'occuper. Elle fit de la lessive des garçons, trouvant un couteau à cran d'arrêt dans la poche de dents qu'elle confisqua. Elle organisa la salle de jeu, mais le silence était lourd. Elle vérifia son compte en banque sur son téléphone. Le découvert était toujours là. Larkin ne l'avait pas encore payé. Il avait dit chaque semaine. Elle devait survivre à la semaine. À 13 heures, l'interphone sonna. Cassidy se figea, n'ouvrait la porte à personne. Elle s'approcha du moniteur vidéo dans le couloir. Sur l'écran se trouvait un homme. Il ne ressemblait pas à un facteur. Il portait un trench coat beige et un fedora, comme s'il se déguisait en détective des années 40. Il tenait une grande enveloppe plate. « Livraison pour Monsieur Morris », dit l'homme à la caméra. Il avait un fort accent, peut-être russe ou d'Europe de l'Est. « Laissez-la au portail », dit Cassidy à travers l'interphone, sa voix stable. « Signature requise », insista l'homme. Il sourit, et c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Document juridique très important. Monsieur Morris n'est pas à la maison. Revenez plus tard. » Et l'homme fixa l'objectif de la caméra comme s'il pouvait la voir à travers. « Vous devez être la nouvelle, la serveuse. » Le sang de Cassidy se glaça. Comment le savait-il? « Laissez le paquet ou quittez la propriété, dit-elle. J'appelle la police. » L'homme rit. C'était un son sec et grinçant. « La police ici? C'est drôle. Dites à Larkin que Victor Kova lui envoie ses salutations et qu'il devrait vérifier les freins de la Mercedes. » L'écran devint noir alors que l'homme se tournait et s'éloignait. Vérifier les freins. Le cœur de Cassidy martelait contre ses côtes. Les garçons. Ils étaient partis en voiture ce matin, pas avec Larkin, mais avec un chauffeur. Elle chercha frénétiquement son téléphone. Elle n'avait pas le numéro de Larkin. Elle avait le numéro de la maison, à côté duquel elle se tenait actuellement. Elle fouilla frénétiquement les tiroirs de la cuisine à la recherche d'une liste de contacts. Rien. Elle se souvint du bureau. N'entrez pas dans mon bureau. Elle s'en fichait. Elle courut dans le couloir jusqu'aux doubles portes en acajou. Verrouillée. Elle attrapa une épingle à cheveux de sa coiffure. Elle avait déjà crocheté des serrures, une fois quand elle avait enfermé ses clés dans le mobile home et quelques fois pour entrer dans le restaurant quand Jerry était en retard. C'était une serrure haut de gamme, mais le mécanisme était le même. Tension, raclage, clic. La porte s'ouvrit. Le bureau sentait le cuir et le tabac. Un bureau massif dominait la pièce. Derrière lui, un mur de moniteurs affichait des flux de caméras de toute la ville. Elle balaya le bureau du regard. Un registre, une cave à cigares, un smartphone. Elle attrapa le téléphone. Il était verrouillé, mais un bouton d'appel d'urgence était visible. Elle composa le seul numéro qu'elle connaissait qui pourrait l'aider. Pas le 911, l'homme au portail s'était moqué de la police. Elle appuya sur la touche de rappel de la ligne fixe posée sur le bureau. Ça sonna une fois. « Quoi? » La voix de Larkin. Il semblait être dans une soufflerie. « C'est Cassidy! » cria-t-elle. « Un homme était ici. Il a dit qu'il s'appelait Victor Kova. Il a dit de vérifier les freins de la Mercedes. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil si profond qu'on aurait dit que la ligne était morte. « Larkin, écoutez-moi, » dit Larkin, sa voix terrifiante de calme. « Où sont les garçons? »« À l'école. Vous les avez envoyés avec le chauffeur. »« Quelle voiture? »« Je ne sais pas. Un SUV noir. J'ai 6 SUV noirs, Cassidy, » criait-il maintenant. Elle entendit un moteur de voiture rugir en arrière-plan, des pneus crissés. A-t-il dit autre chose? Il m'a appelé la serveuse. Il savait qui j'étais. Merde, jura Larkin. Kova a des yeux sur la maison. Cassidy, écoutez attentivement. Les garçons sont à l'Académie Saint-Jude. C'est à 4 miles d'ici.
Oh, je ne peux pas y arriver à Tame. Mes hommes sont coincés à Brooklyn. C'est un piège. Que voulez-vous que je fasse? Savez-vous conduire? Je conduis une Honda Civic de 2004 avec un embrayage qui colle. Allez au garage. Prenez l'Audi bleu. Les clés sont sur le contact. Allez à l'école. Récupérez-les. Ramenez-les à la maison et verrouillez tout. Moi, vous voulez que j'y aille? Vous êtes la seule en qui je peux avoir confiance en ce moment parce que vous êtes la seule que Kova ne considère pas comme une joueuse. Il pense que vous n'êtes que la domestique. Surprenez-le. Si j'abîme l'Audi, ce sera déduit de mon salaire, cria-t-elle. Si vous sauvez mes fils, je vous achèterai cette fichue Audi. Allez-y. La ligne se coupa. Cassidy laissa tomber le téléphone. Elle courut. Elle fit éruption dans le garage. Oh, c'était une salle d'exposition de voitures exotiques. Une Lamborghini, une Mustang Vintage, deux énormes SUV et une élégante Audi R8 bleue. Elle sauta dedans. L'intérieur sentait le cuir neuf. Elle appuya sur le bouton de démarrage. Le moteur rugit à la vie avec un grognement qui fit trembler le sol en béton. D'accord, souffla-t-elle en agrippant le volant. Comme la Civic, mais avec 500 chevaux de plus. Elle enclencha la marche arrière. La porte du garage s'ouvrit. Cassidy Hart, serveuse, mère, et maintenant pilote de fuite, sortit de l'allée en trombe. Le gravier giclait derrière elle comme des tirs de mitrailleuse. Elle conduisait vite. L'Audi se comportait comme un rêve, se faufilant dans le trafic de Staten Island. Elle grilla 2 feux rouges. Elle s'en fichait. Elle atteignit l'Académie Saint-Jude en 6 minutes. C'était une école forteresse avec de hauts murs de briques et un gardien de sécurité au portail. Voilà qu'elle égara l'Audi en dérapant sur le trottoir, manquant de peu une bouche d'incendie. Elle sauta dehors, laissant la voiture en marche. « Je suis ici pour les garçons Morris, » dit-elle au gardien à bout de souffle. « Je... » demanda le gardien, regardant son uniforme de serveuse avec scepticisme. « Je suis la nounou. Larkin m'a envoyé. Il y a une menace de sécurité. »« J'ai besoin d'une autorisation, madame. Monsieur Morris appelle habituellement. »« Regardez la voiture. »« Ah, dit-elle en montrant la R8. Qui d'autre conduit ça? » Le gardien hésita, puis un boom résonna au loin. Pas un coup de feu, mais le son de métal se froissant sur du métal. Au bout de la rue, un SUV noir venait de tourner au coin. Il fit une embardée violente, s'écrasant contre un camion de livraison garé. De la fumée s'échappait du capot. « C'est eux! » cria le gardien. « C'est le transport des Morris! » Cassidy n'attendit pas la permission. Elle sprinta vers l'accident. Le SUV était une épave. L'avant était froissé. Le chauffeur, un homme costaud nommé Tony, était affalé sur l'airbag, inconscient. Sur la banquette arrière, les triplés criaient. Cassidy ouvrit la portière arrière avec force. « Sortez! » hurla-t-elle. « Détachez-vous maintenant! » Dante la regarda, le front saignant d'une petite coupure. Il avait l'air terrifié. L'arrogance avait disparu. Il n'était plus qu'un petit garçon. « Cassidy, » gémit-il. « Bouge, Dante. Aide tes frères. » Elle se pencha, détachant Enzo et Rocco. Elle les traîna sur le trottoir juste au moment où une berline noire s'arrêta en crissant derrière l'épave. 2 hommes en passe-montagne sautèrent de la berline. Ils tenaient des battes de baseball. Ils n'étaient pas là pour tuer. Ils étaient là pour enlever. Cassidy poussa les garçons derrière elle. Elle chercha une arme autour d'elle. Il n'y avait rien, juste des débris de l'accident. Elle repéra le rétroviseur latéral du camion de livraison qui avait été arraché. C'était un lourd morceau de métal et de verre attaché à une tige métallique. Elle l'attrapa. Le premier homme se jeta sur elle. « Prendre les gosses! » cria-t-il à son partenaire. Cassidy ne recula pas. Elle balança le rétroviseur de camion avec toute la force d'une femme qui avait porté des plateaux de plats lourds pendant 8 ans. Crac! La tige métallique heurta le genou de l'homme. Il hurla et tomba. Le deuxième homme hésita. Il regarda la serveuse tenant un morceau de camion comme une masse d'armes médiévale. Il regarda l'Audi qui tournait au ralenti à 50 pieds de là. Puis il regarda les sirènes qui hurlaient au loin. « On annule !» cria-t-il en traînant son partenaire vers la berline. Ils partirent en trombe juste au moment où les gardes de sécurité de l'école arrivaient en courant, les mains sur leurs étuis. Cassidy laissa tomber le rétroviseur. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Dante, Rocco et Enzo s'accrochaient à ses jambes, enfouissant leur visage dans son tablier taché de graisse. Il sanglotait. « C'est bon », murmura-t-elle en caressant les cheveux de Dante.
Je vous ai. La dame du petit déjeuner vous a. Un instant plus tard, le téléphone de Lodi sonna à travers la fenêtre ouverte. C'était Larkin. Mais Cassidy ne répondit pas. Elle était occupée à vérifier que les garçons n'avaient pas d'os cassés ou ignorant le fait qu'elle venait de gagner une bagarre de rue contre la mafia. La guerre avait commencé et Cassidy Hart était en plein milieu. L'arrivée de Larkin Morris sur les lieux de l'accident fut un exemple de chaos contrôlé. 3 SUV blindés s'arrêtèrent en crissant, encerclant l'épave et Lodi. Des hommes armés de fusils d'assaut en sortirent, formant un périmètre si serré qu'une mouche n'aurait pas pu passer sans permission. Larkin fut le premier à sortir du véhicule de tête. Il ne ressemblait pas à un parrain à ce moment-là. Il ressemblait à un père terrifié. Il sprinta vers le trottoir où Cassidy était assise. Les 3 garçons étaient blottis sous ses bras comme des poussins sous une poule. Dante, Rocco, Enzo. Les garçons se détachèrent de l'emprise de Cassidy et coururent vers lui. Larkin tomba à genoux sur l'asphalte humide, sans se soucier de son pantalon en soie. Il les rassembla tous les 3 dans ses bras, enfouissant son visage dans leur cou, et sentant leurs cheveux, cherchant du sang. « On va bien, papa », renifla Rocco. Cassidy a frappé le méchant avec un rétroviseur de camion. Larkin leva les yeux. Son regard croisa celui de Cassidy. Elle était toujours assise sur le trottoir. L'adrénaline retombait, la laissant tremblante. Son uniforme était ruiné, taché de graisse et de pluie. Ses cheveux étaient en désordre. Elle paraissait petite et fragile sur fond de métal tordu et de gardes armés. Larkin se leva, gardant une main sur l'épaule de Dawn. Il s'approcha d'elle et lui tendit de la main. « Levez-vous », dit-il. Ce n'était pas un ordre, c'était une supplique. Cassidy prit sa main. Sa poigne était chaude et cailleuse. Il la releva, mais ses genoux fléchirent. Il la rattrapa, son bras passant autour de sa taille pour la stabiliser. « Vous êtes blessé, dit-il, remarquant l'égratignure sur sa joue où un éclat de verre l'avait effleuré. « Je vais bien, balbutia-t-elle. « Lodi? Mais je crois que j'ai rayé les jantes. » Larkin la regarda, incrédule. « Vous avez sauvé mon monde entier, Cassidy, et vous vous inquiétez pour les jantes. » Il se tourna vers son chef de la sécurité, un homme nommé Dominic avec une cicatrice traversant son sourcil. « Brûlez le SUV, laissez Lodi pour que la police la trouve. Nettoyez-la. Nous passons en mode furtif. »« Le manoir? » demanda Dominic. « Compromis, cracha Larkin. « On va à la planque, protocole 0. »« Attendez, » dit Cassidy en se dégageant de lui. « Je ne peux pas aller dans une planque. » Larkin se tourna vers elle, les yeux flamboyants. « Vous êtes une cible maintenant. Kova connaît votre visage. Il sait que vous êtes intervenu. Si je vous laisse ici, vous serez morte avant le coucher du soleil. »« J'ai un fils !» cria Cassidy en retour, la férocité de sa voix égalant la sienne. « Toby, il est avec ma voisine dans le Queens. Je ne vais nulle part sans lui. » Larkin fit une pause. Les garçons les regardaient, les yeux écarquillés. « Il a 5 ans, dit Cassidy, la voix brisée. Il a besoin de son inhalateur. Si vous voulez que je vienne, on va chercher Toby. Sinon, vous pouvez me tirer dessus ici même. » Larkin regarda Dominic. « Envoyez l'unité 4 dans le Queens. »« Adresse 42B, rue Gardiner, » dit rapidement Cassidy. « La voisine est Madame Higgins. Elle est âgée. S'il vous plaît, ne lui faites pas peur. Et apportez le nébuliseur de Toby. »« Fait. » dit Larkin. « Montez dans la voiture. » La planque n'était pas une maison. C'était une forteresse déguisée en pavillon de chasse, enfouie au cœur des montagnes Catskill, à 3 heures au nord de la ville. Le trajet fut silencieux et tendu. La pluie s'était transformée en une brume épaisse qui s'accrochait aux arbres. Quand ils arrivèrent enfin sur l'allée de gravier, la nuit était tombée. Le pavillon était rustique mais luxueux, construit en bois lourd et en pierre. À l'intérieur, ça sentait le pain et l'inutilisé. Des draps de protection recouvraient les meubles. Dominic, sécurise le périmètre. Luca, mette le générateur en marche à pleine puissance. Je veux des yeux sur chaque approche. Larkin aboyait des ordres en faisant entrer les garçons et Cassidy. Cassidy avait l'impression de marcher dans un rêve très cher et très dangereux. 1 heure plus tard, un autre SUV arriva. Cassidy faisait les 100 pas dans le salon quand la porte s'ouvrit. Un garçon de 5 ans, endormi et confus, avec des cheveux bruns en désordre et des lunettes épaisses, entra en titubant,
tenant un ours en peluche usé. « Maman! Toby! » Cassidy courut vers lui, le prenant dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son cou, sanglotant de soulagement. Il sentait la vanille et les boules de naphtaline de Madame Higgins. « Pourquoi il y a des grands hommes avec des fusils? » demanda Toby en ajustant ses lunettes. « Ce sont des amis, » mentit Cassidy. « On est en vacances, une aventure. » Elle se tourna pour voir Larkin les observer. Il était appuyé contre la cheminée en pierre, un verre de whisky à la main. L'expression de son visage était indéchiffrable, un mélange de désir et de chagrin. Il regardait une mère aimer son fils et se souvenait peut-être d'une époque où sa propre maison avait ce genre de chaleur. Les triplés jetaient un coup d'œil derrière le canapé. Ils n'avaient jamais vu un enfant comme Toby. Toby portait des vêtements de seconde main légèrement trop grands. Ses baskets avaient du velcro parce que les lacets s'étaient cassés. « Qui est-ce? » demanda Dante, méfiant. « C'est Toby, » dit Cassidy en s'essuyant les yeux. « C'est mon fils, et vous allez être gentils avec lui. » Dante s'approcha de Toby. Il le toisa de haut en bas. « Tu as une PlayStation? » demanda Dante. Toby secoua la tête. « J'ai un bâton qui ressemble à une épée. » Dante réfléchit à cela. « Montre-moi. » Bon. Et c'est ainsi que la diplomatie fut conclue. Les 4 garçons partirent en courant vers les chambres. Le langage universel du jeu avec des bâtons comblant le fossé entre des héritiers milliardaires et un gamin d'un parc de mobile home. Plus tard cette nuit-là, la maison était calme. Les garçons dormaient dans la suite principale, tous les 4 dans le lit king-size massif, parce que Toby avait peur et, étonnamment, Rocco avait insisté pour qu'il reste. Cassidy était assise à l'îlot de la cuisine. Elle avait trouvé une trousse de premier secours et essayait de mettre un pansement sur son coude qu'elle s'était éraflé sur le trottoir. C'était un angle difficile. « Laissez-moi faire, » dit une voix profonde. Larkin sortit de l'ombre. Il avait enlevé sa veste de costume et retroussé ses manches. Il lui prit le pansement des mains. Son contact était étonnamment doux. Il nettoya l'égratignure avec un antiseptique. Son front se plissa de concentration. « Vous vous battez bien, » dit-il doucement. « Où avez-vous appris à manier un tuyau comme ça? »« Mon ex-mari, » dit Cassidy, la voix plate. « Il aimait boire. J'ai appris que si on frappe en premier, on n'a pas à s'excuser plus tard. » La main de Larkin s'arrêta, sa mâchoire se serra. « Est-il toujours dans le tableau? »« Il est en prison. Vol de voiture avec violence. »« Bonne place pour lui, » murmura Larkin. Il termina le pansement. Il ne lâcha pas son bras immédiatement. Il traça la faible veine bleue de son poignet avec son pouce. L'air dans la cuisine devint lourd, chargé d'une électricité statique qui n'avait rien à voir avec l'orage dehors. Cassidy leva les yeux vers lui. Il était dangereusement proche. Elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux bleus. « Vous avez sauvé mes fils, » dit-il, la voix rauque. « Il n'y a aucune dette que je puisse payer qui égale cela. Donnez votre prix, Cassidy, n'importe quoi. »« Je ne veux pas de votre argent, Larkin, » murmura-t-elle. « Alors que voulez-vous? »« Je veux savoir que nous sommes en sécurité, que Toby est en sécurité. Je brûlerai le monde entier avant de laisser quiconque le toucher, » jura Larkin. Et en regardant l'obscurité dans ses yeux, Cassidy le crut. Il se pencha. Pendant une seconde, elle pensa qu'il allait l'embrasser. Son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes. Elle voulait qu'il le fasse. Dieu l'aide. Elle voulait que le monstre l'embrasse. Mais il se recula. C'était un homme de discipline et il savait que franchir cette ligne compliquerait tout. « Allez dormir, » dit-il brusquement en se détournant. « Je prends le premier quart de veille. » Le matin, dans la planque, apporta un sentiment de paix trompeur. Dehors, l'orage était passé, laissant les Catskills baignés d'une lumière solaire éclatante. À l'intérieur, Cassidy était dans son élément. Elle déposa un plateau de biscuits frais sur l'îlot de la cuisine. L'odeur de sauce à la saucisse avait réveillé les garçons et la dynamique avait changé pendant la nuit. Toby expliquait actuellement l'histoire de son dessin animé préféré à un public de 3 futurs seigneurs de la mafia captivés. « Et puis le robot se transforme en camion », expliqua Toby en agitant les mains. « Cool », souffla Enzo. « Papa, on peut acheter un robot qui se transforme en camion? » Larkin était assis en bout de table, sirotant d'un café noir. Il avait l'air épuisé. Il fixait son téléphone, son pouce faisant défiler les messages avec une agitation croissante.
La fuite venait de la maison, dit-il à Cassidy, la voix basse pour que les enfants n'entendent pas. L'analyse numérique a trouvé un signal sortant juste avant notre départ du manoir. Quelqu'un de mon cercle intime nous a vendus. Cassidy sentit un frisson. Qui? C'est ce que nous allons découvrir. Voilà, Larkin sortit pour s'entretenir avec Dominic et les gardes du périmètre. Cassidy commença à débarrasser les assiettes du petit déjeuner. En ramassant le sac à dos de Toby pour le suspendre, elle fronça les sourcils. C'était un vieux sac Spider-Man effiloché, mais la poche avant semblait lourde, trop lourde pour un jouet. Elle l'ouvrit. Cousu dans la doublure se trouvait un petit appareil noir clignotant d'une lumière rouge rythmée, un transpondeur de qualité militaire. Son sang se glaça. Le tracker n'était pas sur elle, il était sur Toby. « Toby ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Qui t'a donné ce sac à dos? »« Le tien avait une bretelle cassée. C'est de M. Dominic, » dit Toby innocemment. « Il m'en a donné un nouveau quand il est venu me chercher. Il a dit qu'il était cool. » Dominic, le chef de la sécurité de Larkin. L'homme qui se tenait dehors en ce moment même, protégeant les arrières de Larkin. Cassidy se précipita vers la fenêtre. Dehors, Larkin se tenait près du tas de bois. Son dos était tourné à Dominic. Elle regarda la main de Dominic dériver vers son étui, détachant la sangle de sécurité. « Non! » halta Cassidy. Elle ouvrit la porte arrière en grand et cria. « Larkin, derrière toi! » Larkin n'hésita pas. Il se laissa tomber en position de combat juste au moment où Dominic sortait son arme et tirait. La balle destinée au crâne de Larkin brisa la fenêtre au-dessus de Cassidy, la douchant de verre. Larkin pivota, sortant sa propre arme en un éclair. Bang! Bang! 2 tirs à la poitrine. Dominic fut projeté en arrière, atterrissant lourdement dans les feuilles humides, mais ce n'était pas fini. De la lisière des arbres, des tirs étouffés éclatèrent, déchiquetant le bois du porche. « Rentrez! » rugit Larkin en sprintant vers la maison. Il plaqua Cassidy à travers la porte, claquant le pain dormant, alors que les balles faisaient éclater le chêne lourd. « En haut, dans la baignoire, maintenant! » Et ils grimpèrent les escaliers en courant, traînant les garçons hurlant dans la salle de bain principale. Larkin les poussa tous dans l'immense baignoire en marbre. « Restez à terre! » ordonna-t-il en vérifiant son chargeur. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Des bottes lourdes piétinèrent le plancher. Larkin Morris, une voix monta. « Victor Kova, sors, petit roi, j'ai une proposition d'affaires. » Larkin regarda Cassidy, ses yeux brûlants d'une intensité désespérée. « Et qu'il y a une fenêtre dans cette salle de bain, » murmura-t-il. « Elle mène au toit du porche. Sautez sur le banc de neige et courez vers l'est jusqu'à l'ancienne cabane de chasse. Attendez-moi là-bas. On ne vous laisse pas. » Cassidy attrapa son bras. « Vous devez le faire. » Il sortit une clé de sa poche et la pressa dans sa main. « Si je ne viens pas, dites à mes garçons que leur père les aimait. » Il se pencha, l'embrassant durement, un goût de peur, de café et de finalité. « Ah, dites-leur d'écouter la serveuse. » Il se leva et arma son pistolet. « Allez, maintenant! » Larkin ouvrit la porte de la salle de bain d'un coup de pied et entra dans la chambre pour attirer leur feu. « Tu me veux, Kova? Viens me chercher. » Les tirs éclatèrent dans la chambre. Cassidy ne gaspilla pas le sacrifice. Elle poussa la fenêtre pour l'ouvrir. « Dehors! » ordonna-t-elle aux garçons. « Vite, comme des ninjas. » Elle les poussa sur le toit un par un. Alors qu'elle sortait la dernière, elle regarda en arrière. Larkin était derrière un matelas renversé, tirant sur l'embrasure de la porte, un homme contre une armée. Cassidy sauta dans la neige, attrapa les garçons et courut dans l'obscurité glaciale, laissant derrière elle le seul homme qui l'avait jamais fait se sentir en sécurité pour qu'il meure. Les bois étaient un enfer gelé. La neige arrivait jusqu'aux genoux, recouvert d'une croûte de glace qui se brisait à chaque pas, comme des os qui craquent. Cassidy menait la file, portant Toby sur son dos, tandis que les triplés suivaient, leurs manteaux coûteux offrant peu de protection contre le vent glacial. « Cassidy, » murmura Dante, ses dents claquant violemment. « Je ne sens plus mes orteils. » Cassidy s'arrêta. L'adrénaline s'estompait, remplacée par la réalité mordante du froid. Ils étaient perdus. Ils gelaient et ils étaient chassés. Elle regarda les garçons. Les héritiers de l'Empire Morris étaient terrifiés et tremblants. Si elles continuaient à courir, le froid les emporterait. S'ils survivaient à la nuit,
Kova les traquerait un par un. Non, pensa-t-elle, une étincelle de colère s'allumant dans sa poitrine. Je ne suis pas juste une serveuse. Je suis la femme qui a élevé un fils avec un salaire minimum. Je suis la femme qui a fait manger des crêpes à Larkin Morris. Elle posa Toby sous un immense épicéa où le sol était sec. Écoutez-moi, dit-elle en s'agenouillant à leur hauteur. Nous n'allons pas mourir ici. Dante, rassemble tes frères. Couvrez-vous avec ces branches de pin. Ne bougez pas. Ne faites pas de bruit. Où vas-tu? Demanda Rocco, les yeux écarquillés. Cassidy se leva, attrapant une pierre dentelée de la taille d'un pamplemousse. Je vais chercher mon salaire. Cassidy ne retourna pas au pavillon en courant. Elle chassa. Le pavillon était en flammes. Les hommes de Kova l'avaient incendié. La lumière orange vacillait sur la neige, illuminant la clairière où 3 véhicules tournaient au ralenti. Au centre, Larkin était à genoux. Il était vivant, mais à peine. Son visage était un masque de sang, les mains attachées dans le dos avec des serre-câbles. Victor Kova se tenait au-dessus de lui, pressant un pistolet sur la tempe de Larkin, fumant un cigare avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui avait déjà gagné. « Signe le transfert Larkin », exigea Kova. « Donne-moi les routes et je ferai ça vite. » Larkin cracha du sang sur les chaussures polies de Kova. « Va en enfer. » Kova soupira et arma le chien. « Comme tu voudras. » Cassidy était à 30 mètres. Elle avait une pierre, ils avaient des armes, mais elle avait l'élément de surprise. Elle ne se faufila pas. Elle siffla, ce son aigu et perçant qu'elle utilisait pour ramener l'ordre au restaurant. Toutes les têtes se tournèrent vers la lisière des arbres. Même Kova leva les yeux. « Hé !» cria Cassidy en entrant dans la lumière. « Table 4, vous avez oublié votre pourboire. » Pendant une seconde, ils furent paralysés par la confusion. Cette seconde fut tout ce dont elle avait besoin. Cassidy lança la pierre. Elle vola dans les airs et s'écrasa contre le rétroviseur latéral de l'énorme Ford F-150 qui tournait au ralenti à proximité. Le conducteur tressaillit, se tournant vers le bruit. « Attrapez-la !» cria Kova, détournant son arme de Larkin. Cassidy sprinta et plongea, glissant sur le ventre sur la glace juste sous le châssis du camion. Larkin saisit la distraction. Avec un rugissement de rage primaire, il se redressa, frappant de la tête l'estomac de Kova. Alors que Kova se pliait en deux, Larkin pivota et lui asséna un coup de pied dévastateur au genou. L'os se brisa avec un craquement écœurant. Cassidy se hissa dans la cabine du camion. Elle ne savait pas comment conduire un chasse-neige, mais elle comprenait la physique. Gros camion frappe petits hommes. Elle poussa le levier de vitesse en position de marche et appuya sur l'accélérateur. Le camion bondit en avant. La lame du chasse-neige attrapa le premier garde, le projetant dans un banc de neige. Le second plongea pour l'éviter, perdant son fusil. Cassidy freina brusquement, faisant pivoter le camion pour que les phares aveuglent les hommes restants. Larkin bougeait maintenant. Il s'était laissé tomber au sol, manœuvrant ses mains liées pour saisir le fusil tombé. Bang! Bang! 2 tirs précis. Les gardes tombèrent. Le silence s'installa sur la clairière, à l'exception du feu rugissant. Cassidy sauta dehors, serrant une clé en croix, la poitrine haletante. Larkin se leva, chancelant. Il la regarda avec incrédulité. « Tu es revenu, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai oublié mon sac à main, » dit-elle, la voix tremblante. Larkin tourna le dos. « Détache-moi. » Elle utilisa la clé en croix pour casser les serre-câbles. Au moment où ses mains furent liées, il ne chercha pas une arme. Il la chercha, elle. Il lui prit le visage entre ses mains, ensanglanté, et l'embrassa. Une revendication désespérée et brûlante de survie. « Où sont les garçons ?» demanda-t-il en se reculant. « En sécurité, dans les bois. » Un gémissement vint du sol. Victor Kova essayait de ramper, traînant sa jambe brisée. Larkin s'approcha de lui. Le masque froid et corporatif du parrain avait disparu. C'était de la pure vengeance. « Larkin, s'il te plaît, » supplia Kova. « C'était les affaires, juste les affaires. »« Non, » dit Larkin en le regardant de haut. « Le petit déjeuner, c'est les affaires. Ça, c'est sortir les poubelles. » Il se tourna vers Cassidy. « Va chercher les garçons. Ne les laisse pas voir ça. » Cassidy hocha la tête et retourna en courant dans les arbres. Derrière elle, un unique et dernier coup de feu résonna à travers les montagnes.
Un an plus tard, la lumière du soleil filtrait à travers les vitres pare-balles de Penthouse surplombant Central Park. Cassidy Hart, maintenant Cassidy Morris, se tenait dans la cuisine. Des jouets jonchaient le sol, un robot qui se transformait en camion, un skateboard et un projet de sens. « Commande prête! » cria-t-elle. La débandade fut immédiate. 4 garçons, Dante, Rocco, Enzo et Toby, dérapèrent dans la cuisine, se bousculant sur les tabourets. Toby avait grandi de 2 pouces. Les cheveux de Dante étaient enfin en désordre, comme ceux d'un enfant normal. Larkin entra. Il portait un costume qui coûtait plus cher que son ancien appartement, mais sa cravate manquait et il souriait. Il vola un morceau de bacon de son assiette. « Ô voleur !» le gronda-t-elle en lui tapant sur la main. « Appelle les flics !» sourit-il en lui embrassant la tempe. « Ils m'appartiennent. Assieds-toi. Et tu as une réunion du conseil dans 1 heure. »« Annule-la, » dit Larkin en s'asseyant à côté de Toby. « Je prends le petit déjeuner avec ma famille. » Le téléphone rouge sur le mur sonna, la ligne de crise. La pièce devint silencieuse. Le visage de Larkin se durcit. Il le décrocha. Morris. Il écouta, les yeux se plissant. « C'est vrai? Eh bien, dites à la triade que s'ils mettent un pied sur mon territoire, j'enverrai ma femme. Et croyez-moi, et vous ne voulez pas rencontrer la femme qui a abattu Victor Kova avec un chasse-neige. » Il raccrocha. « Tout va bien? » demanda Cassidy en versant du café. « Très bien, » dit Larkin, regardant les 4 garçons qui riaient et la femme qui avait sauvé son âme avec une poêle et un cœur d'acier. « Passe le sirop, » dit le parrain, et pour la première fois dans l'histoire de la famille Morris, tout était doux. Et c'est ainsi qu'une serveuse fauchée est devenue la reine de la pègre de New York. Elle n'avait pas besoin d'une arme ou d'un badge. Elle avait juste besoin d'une poêle à frire et du courage de tenir bon quand tout le monde fuyait. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Cassidy? Pensez-vous qu'elle a fait le bon choix en retournant chercher Larkin? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, un par un. Si vous avez aimé cette histoire de romance, de danger et de crêpes, s'il vous plaît, explosez ce bouton j'aime. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Nous avons une nouvelle romance mafieuse qui sort mardi prochain, encore plus folle que celle-ci. Merci d'avoir regardé.